Canada, la plupart des pays de l'Union européenne ont légalisé l'avortement sans condition, mais il reste des exceptions, dont une qui va probablement vous surprendre, l'Irlande, où l'avortement est strictement interdit, sauf au cas où la mère voit sa vie en danger. Et on remarque encore dans certains pays, en dépit des décennies de progression du droit à l'avortement, une volonté de rebrousser chemin ou de limiter l'accès à l'avortement. Mais est-ce qu'on peut dire véritablement que le droit à l'avortement est en danger en Europe? J'en discute aujourd'hui avec Bérangère Marquez Pereira, qui est professeure de sciences politiques à l'Université de Bruxelles. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Montréal. Merci. En Espagne, il y a un projet de loi qui voulait pratiquement supprimer le droit à l'avortement, qui avait été adopté par le Conseil des ministres en décembre dernier. Finalement, on a rebroussé chemin, on a fait marche arrière. Mais il y avait volonté de limiter le droit à l'avortement. Est-ce que c'est un cas qui est représentatif d'un certain courant anti-avortement en Europe présentement? Oui, certainement. Oui. Certainement. En fait, ce qui s'est passé en Espagne, c'est que le gouvernement Rajoy voulait revenir à la loi de 85 qui autorisait que l'avortement thérapeutique. Et encore, en accroissant des conditions, par exemple, en cas de viol, il fallait qu'il y ait attestation de la police. Alors on sait très bien que les cas de viol qui sont déclarés à la police sont extrêmement peu fréquents finalement. Ouais. Ou bien il fallait pour des questions de santé de la mère 3 autorisations de médecins qui n'appartenaient pas à l'hôpital qui allait pratiquer l'avortement. Vous voyez, une série de conditions telles qui rendaient la chose, l'avortement, très difficile, très peu accessible. Oui, qui ne représentent même pas 5% des cas, en fait. Il faut bien distinguer ce qu'on appelle avortement thérapeutique et avortement médical, oui. Fait dans de bonnes conditions médicales. Enfin, oui. L'autre aussi peut être fait dans de bonnes conditions. Mais l'avortement thérapeutique, en général, mais ça peut varier d'un pays à l'autre, couvre les questions de danger pour la vie de la mère en tant oui. que telle, la santé physique ou psychique de la femme qui est enceinte, donc, les cas de malformation grave du fœtus, les cas de viol, d'inceste. Et donc, selon les pays, bon, ça représente en général à peu près 5% des cas d'avortement. Donc c'est minime, c'est un très pourcentage minime. Absolument. Oui. Puis alors il y a l'avortement, la demande d'interruption volontaire de grossesse faite par la femme en oui. concertation avec le médecin. Et il y a également les avortements qui peuvent être demandés pour des raisons médicales ou bien sociales, socio-économiques. Voilà. Puis il y a l'avortement clandestin. Oui. Fait dans des très mauvaises conditions médicales, sanitaires et psychologiques. Et évidemment, cela peut c'est important de le dire parce que quand des pays n'acceptent que l'avortement thérapeutique, une femme qui veut quand même avoir une interruption de grossesse, eh bien, elle ira, si elle ne peut pas aller à l'étranger, pour des questions d'argent, elle ira s'adresser à... dans le clandestin. Dans le clandestin. Et donc là, il y a une véritable discrimination de classe entre les femmes. Vous avez dit, oui, il y a effectivement une tendance, ou enfin un mouvement qui existe, anti-avortement dans plusieurs pays oui. européens. Comment est-ce qu'il se manifeste? Où est-ce qu'il se manifeste? Alors, surtout? Il y a des tendances qui sont claires, comme ce qui s'est passé en Espagne et qui, pour finir, n'a pas abouti. Oui. Pour des questions de dissension à l'intérieur du Parti populaire espagnol entre la droite fondamentaliste et la droite conservatrice. Plus le fait qu'il y a eu une mobilisation dans différentes régions qui était assez importante. Contre ce projet de loi. Alors, dans d'autres pays, vous avez un activisme anti-avortement, par exemple les marches pour la vie qui se sont déroulées en Italie avec l'appui du pape, qui se sont déroulées dans d'autres pays, en France,
Belgique également, je crois. En Belgique également. Mais vous avez en même temps un activisme pro-choix. Oui. Qui peut être important dans des pays comme la France ou comme la Belgique. Pourquoi? Parce que vous avez un mouvement à la fois féministe, laïque et de gauche qui reste extrêmement vigilant. Et par exemple, vous avez d'autres mécanismes pour renier le droit à l'avortement. Le cas de l'Italie, par exemple. Okay. Vous avez, dans le sud de l'Italie, plus de 80% des médecins qui manifestent l'objection de conscience et donc qui refusent de pratiquer un avortement. Oui. Vous avez également des pays comme la Hongrie qui ont mis dans leur constitution un mécanisme de protection de l'embryon, de protection légale de l'embryon, qui en fait une personne humaine, oui. Oui. Je crois que c'était l'année passée, si je ne me trompe pas. Vous avez eu des essais dans ce sens-là, mais qui n'ont pas abouti en Suisse. C'est en fait... Vous avez parlé d'une contre-offensive là, du mouvement pro-vie qui est quand même très présent. Il y a le cas, par exemple, du Portugal, en 2007, par référendum, a autorisé l'avortement, alors qu'il était interdit. Donc, finalement, quand on compare les deux forces, pro-vie, pro-choix, est-ce qu'on peut dire que ça s'annule ou est-ce qu'il y a un débat qui s'intensifie depuis quelques temps? Autrement dit, oui. Non, autrement dit, est-ce que ça veut dire, il en résulte de tout ça une réelle menace au droit à l'avortement? Ah oui, je pense qu'il y a une réelle menace. Et je vous donne un seul exemple, mais qui est quand même assez significatif. C'est cet activisme anti-avortement se manifeste y compris dans les institutions européennes. Ah, d'accord. Par exemple, on a eu, c'était il y a un an ou deux, je ne me souviens plus, mais... récemment. Une campagne anti-avortement dans l'entrée du Parlement européen. Vous imaginez ça? Oui. C'est incroyable. Évidemment, ça a été la levée de boucliers d'une série d'associations, dont la Fédération humaniste européenne, qui sont une association de libres penseurs de toute l'Europe. Vous avez eu, évidemment, les mouvements féministes qui se sont tout à fait manifestés à cette occasion-là. Et évidemment, la campagne a dû être retirée. Mais néanmoins, ou bien la Hongrie, de nouveau, qui est sans doute la pire des situations à l'heure actuelle, a utilisé des fonds européens pour financer des campagnes anti-avortement. Mais Viviane Reding, à l'époque, qui était commissaire sur les droits de l'homme, a obligé au remboursement de ces fonds. Mais donc, je veux dire, c'est quand même dans des places institutionnelles. Comment expliquer cette recrudescence du mouvement de manière plus générale, je dirais qu'il faut situer l'activisme anti-avortement plus ou moins autour des années 94-95, au moment des grandes conférences internationales sur la population et le développement au Caire, et puis sur la conférence internationale des droits des femmes à Pékin, où on voit un changement véritablement de paradigme, où il y a une reconnaissance des droits reproductifs et des droits sexuels, mais ici, ce qui nous importe, c'est les droits reproductifs. Et à partir de ce moment-là, vous allez avoir un activisme du Vatican, qui est observateur aux Nations Unies, en alliance avec les pays musulmans, et si vous voulez, c'est une alliance des intégrismes religieux, avant tout, qui se manifeste et qui récuse la notion même de droits reproductifs, de genre, d'égalité, et on l'a vu en France. Il y a le président du groupe social-démocrate au Parlement européen qui a dit récemment, je le cite, « En temps de crise, la tendance est de revenir à des questions de morale visant à restreindre les libertés individuelles. » Il parle bien sûr de la crise financière, la crise économique qui a lieu en Europe depuis quelques années maintenant. Est-ce que ça serait un facteur explicatif? Tout à fait. Et un exemple de cela, c'est que le rapport présenté par Estrela, le rapport dit Estrela, qui a été présenté au Parlement européen, n'est pas passé à une très courte majorité, et c'était un rapport qui portait sur la manière de
de protéger l'exercice des droits reproductifs et sexuels et qui mettait en cause le facteur de la crise qui menace cet exercice, parce que si vous n'avez pas d'hôpitaux ou de centres qui pratiquent l'avortement qui soient subsidiés, c'est clair qu'on va reproduire des discriminations de classe. Et puis, il y avait qui mettait en garde contre la montée des intégrismes également. Bon, ben, c'est pas passé. Donc, c'est un signal pour ceux qui sont anti-choix. C'est très clair. Bérangère Merkès Pereira, merci beaucoup d'être passée dans nos studios. Je vous en prie. Je vous remercie.